Paula Reed, I know you've been listening to this decision. What have we heard? We have. Of course, this is not a thumbs up, thumbs down. This is a complicated decision. We just got it here. It's an opinion from Chief Justice John Roberts, finding that former presidents are entitled to absolute immunity for official acts, but not for unofficial acts. So what does that translate to? Well, this is something we saw that was sort of signaled in oral argument, because what this means is that the former president cannot be prosecuted for anything that was officially part of his job. Certaines décisions judiciaires ne mettent pas fin aux discussions, mais remettent en question des principes qui semblaient acquis. Le 10 janvier 2026, une décision de la Cour d'appel du circuit de Washington DC a modifié le cadre juridique de la présidence américaine. En rejetant la thèse de l'immunité totale pour les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions et en considérant comme invalide le mémorandum d'auto-pardon rédigé par la défense de Donald Trump, la Cour a établi un précédent sans précédent. Le texte adopté par les juges, étayé par des précédents historiques et une interprétation restrictive de la clause de clémence présidentielle, affirmait catégoriquement qu'il n'existe aucune protection constitutionnelle pour les crimes passibles de destitution. Cette position a non seulement délimité les contours de l'autorité exécutive, mais a également réorganisé le champ d'interprétation autour de la responsabilité pénale des anciens présidents. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le langage de la décision, la manière dont elle articule la légitimité des actions judiciaires futures et la réaction immédiate des acteurs politiques ont mis en évidence un changement structurel. La session, présidée par 3 juges de la Cour d'appel, s'est déroulée selon un scénario formel, mais non sans tension. L'équipe juridique de Trump a insisté sur la thèse selon laquelle toute action présidentielle, même controversée, serait couverte par une sorte de bouclier institutionnel. Cet argument, déjà affaibli par des décisions antérieures, a été durement contesté par les questions du collège. L'un des moments clés a été la lecture du passage dans lequel les juges précisent que la portée du pardon présidentiel se limite à des tiers, et que la tentative de l'appliquer à soi-même compromettrait le principe de séparation des pouvoirs. Dans le même document, les magistrats ont souligné que permettre l'autopardon violerait le principe fondamental selon lequel nul ne peut être juge de sa propre cause. Ainsi, la Cour a non seulement rejeté la mesure en question, mais a également fermé la voie à de futures tentatives similaires. Cet épisode, bien que localisé en termes juridiques, a eu un effet d'alerte institutionnelle. Pour la première fois, depuis la redémocratisation de l'après-guerre, le système juridique américain s'est prononcé de manière aussi incisive sur les limites du pouvoir présidentiel lorsqu'il est confronté à des comportements individuels potentiellement criminels. Pendant la lecture des votes, les représentants du ministère de la Justice ont interprété le texte comme une autorisation à reprendre les procédures paralysées dans l'attente d'une définition claire. Dans les heures qui ont suivi, les membres de la commission judiciaire de la Chambre ont commencé à discuter, à titre préliminaire, de la possibilité de transformer les rapports accumulés au cours des derniers trimestres en renvoi formel au procureur général. Cela inclut les documents liés à l'affaire de manipulation électorale, à l'entrave aux procédures fédérales et à l'utilisation abusive de fonds de campagne. Bien qu'aucune mesure n'ait été officiellement annoncée, le simple fait que ces négociations reviennent à l'ordre du jour public représente déjà un tournant notable. Des analystes de différents horizons ont souligné que, même sans effet contraignant universel, la décision de la Cour d'appel crée un environnement juridique plus permissif pour la responsabilité pénale des anciens chefs d'État. En ce sens, ce qui s'est passé à Washington DC ce jour-là dépasse les limites du litige spécifique. Il s'agit d'une reconfiguration du champ institutionnel dont les implications sont encore incertaines. Le monde politique a réagi avec intensité. Les dirigeants des partis qui avaient jusqu'alors adopté une position prudente ont commencé à exprimer leur inquiétude quant à la poursuite de l'alignement automatique autour de la figure de Trump. Les parlementaires des États clés ont estimé que cette décision pourrait modifier les calculs électoraux et compromettre les candidatures liées à la défense inconditionnelle du président. Dans le même temps, les secteurs les plus mobilisés de la base conservatrice ont accusé la Cour de manipulation politique, reprenant des discours déjà connus sur une prétendue persécution judiciaire. Cette polarisation n'est pas nouvelle, mais les termes dans lesquels elle s'est réorganisée à partir de la décision révèlent que le centre de gravité du débat institutionnel s'est déplacé. Désormais, le système politique américain devra faire face à une nouvelle configuration, celle de la possibilité qu'un président soit formellement accusé, jugé et éventuellement condamné sans la protection de dispositifs auparavant considérés comme ambigus. Ce scénario impose au Congrès,
à l'exécutif et au judiciaire de revoir leur stratégie, non seulement en ce qui concerne Trump, mais aussi en ce qui concerne la compréhension des limites du pouvoir présidentiel dans son ensemble. En coulisses, des informations indiquent que des conseillers juridiques proches de la campagne de Trump travaillent déjà sur l'hypothèse que plusieurs fronts de responsabilité s'ouvrent simultanément. Cela inclut non seulement les affaires déjà connues, mais aussi les enquêtes latentes qui attendaient la position de la Cour. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle, des sources liées aux agences de régulation indiquent que les audits fiscaux et les procédures relatives à l'utilisation des fonds publics pourraient être accélérées sur la base de l'accord conclu. Ce mouvement tend à gagner en visibilité à mesure que le calendrier électoral avance et que les institutions sont poussées à adopter des positions publiques. Le cycle qui s'ouvre à partir de la décision de janvier n'a pas encore de direction définie, mais il produit déjà des effets sur l'architecture politique et juridique du pays. Et même si de nouveaux litiges judiciaires devaient en survenir, le précédent est établi. À partir de là, le discours de l'immunité totale se heurte à un obstacle formel bénéficiant d'un soutien judiciaire explicite. C'est sur ce type d'analyse que se concentre cette chaîne. Nous suivons attentivement les développements institutionnels et cherchons à proposer des interprétations basées sur des documents, des décisions et des effets systémiques. Pour ceux qui suivent un peu la politique américaine de manière continue, comprendre les mouvements en cours exige non seulement d'être attentif aux faits, mais aussi de lire de manière connectée ce qu'ils représentent dans la logique du système. À partir de la décision rendue à Washington, plusieurs rouages institutionnels se sont mis en mouvement. Le premier effet a été observé au ministère de la Justice, qui a réévalué la position attentiste adoptée face aux incertitudes interprétatives concernant l'immunité présidentielle. Des techniciens liés au bureau du procureur adjoint chargé des crimes publics ont rédigé des avis internes réaffirmant la viabilité de poursuivre les affaires en cours impliquant des actes commis pendant le mandat de Trump, notamment ceux liés à l'entrave aux enquêtes fédérales, aux mouvements financiers non déclarés et aux comportements électoraux atypiques. Cette reprise n'a pas été annoncée publiquement, mais elle a été identifiée dans des mouvements procéduraux subtils dans différents districts judiciaires. Le caractère coordonné de ces actions, bien qu'il n'y ait pas encore de consensus sur la transformation de ces rapports en accusations formelles, la simple reprise du débat indique un changement dans la position législative. Ce qui était auparavant traité comme une question est désormais l'objet d'une discussion réglementaire. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le Conseil d'éthique du Sénat, historiquement réticent à se prononcer sur des questions impliquant des présidents ou d'anciens présidents, a décidé de demander une audience technique avec des experts en droit constitutionnel. L'objectif, selon des sources proches du comité, serait d'évaluer les impacts juridiques d'un précédent autorisant la responsabilité pénale après le mandat. Cette initiative n'implique pas en soi l'ouverture d'une procédure, mais révèle que le Sénat est attentif au nouveau contexte institutionnel. Dans le même temps, les partis commencent à internaliser les risques politiques associés à une éventuelle omission face à la nouvelle jurisprudence. Cette crainte est partagée tant par les démocrates que par les républicains des États les plus polarisés. Parallèlement, les instances techniques du gouvernement fédéral ont également commencé à se repositionner. Le fisc fédéral, par l'intermédiaire de son service juridique, a révisé ses avis antérieurs qui limitèrent la coopération avec les enquêtes criminelles impliquant des chefs d'État. La nouvelle orientation interne suggère qu'une fois son mandat terminé, le président est considéré comme un citoyen ordinaire, aux fins de l'audit fiscal et de l'enquête patrimoniale. Sur la base de cette interprétation, d'anciennes demandes d'accès aux déclarations de revenus et aux mouvements financiers internationaux ont été remises à l'ordre du jour. Les agences chargées de réglementer les marchés publics, telles que le Government Accountability Office, ont également entamé des révisions internes sur la légalité des contrats conclus au cours des dernières années du gouvernement Trump avec des entreprises associées à des membres de sa famille ou de son entourage proche. La convergence de ces mesures administratives laisse présager un cycle de réévaluation systémique, dans lequel la légitimité de la responsabilisation n'est plus seulement juridique, mais aussi bureaucratique. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, a donné des signes qu'il entendait maintenir une position ferme. Les juges fédéraux qui faisaient preuve de prudence dans les procès impliquant des personnalités de haut rang ont commencé à prendre des décisions avec des délais plus précis et une marge plus réduite pour les recours dilatoires. L'interprétation dominante parmi les praticiens du droit est que la clarté apportée par la décision de la Cour d'appel de Washington a réduit les zones d'ambiguïté sur la possibilité de responsabilisation.
même si les tribunaux supérieurs pourraient pas se prononcer à nouveau sur la question, l'effet immédiat de la décision a été de renforcer l'idée qu'il existe un soutien suffisant pour poursuivre les procédures pénales, à condition que les procédures et les garanties procédurales soient respectées. Cette perception se reflète également dans l'action des procureurs régionaux qui ont repris les négociations suspendues avec des collaborateurs occasionnels et élargi les demandes de partage de preuves avec des organismes internationaux. Cette refonte ne se fait pas de manière homogène. Il existe des résistances, des mouvements de contention et des tentatives de relativiser la portée de la décision de la Cour. Néanmoins, on observe une consolidation lente mais continue d'un nouveau paradigme interprétatif. La présidence de la République, historiquement traitée avec le plus grand respect dans les sphères de contrôle, fait désormais l'objet d'approches plus symétriques. L'idée selon laquelle certaines fonctions confèrent une immunité absolue trouve désormais un contrepoids institutionnel fondé. Ce revirement est particulièrement significatif dans un système politique qui, tout au long du XXe siècle, a délibérément évité de criminaliser les anciens présidents, même face à des incidents graves. Ce qui change avec la décision récente, ce n'est pas seulement la jurisprudence, mais la volonté des institutions d'opérer selon de nouveaux paramètres. Pour ceux qui suivent de près les développements politiques et juridiques aux États-Unis, ce type de transition interprétative révèle bien plus qu'il n'y paraît à première vue. C'est en lisant ces signes de manière critique que l'on peut tracer la trajectoire à long terme des institutions. Ici, nous cherchons précisément à observer ces points d'inflexion, en proposant une analyse liée au fondement et à la réalité du système. Suivre ce processus exige une attention constante, et c'est le rôle que ce canal se propose de remplir. Il existe des évaluations divergentes quant à la signification institutionnelle concrète de la décision adoptée par la Cour d'appel. Pour une partie des analystes, il s'agit d'un repositionnement juridique important, capable de redéfinir les frontières entre les pouvoirs, même si ces effets pratiques dépendent de choix futurs dans les domaines politiques, judiciaires et administratifs. Dans cette lecture, le précédent n'a pas de conséquences immédiates et n'équivaut pas à une déclaration de responsabilité pénale. Ce qui est établi, c'est la légitimité formelle de voie qui était bien auparavant bloquée par des impasses doctrinales. Ainsi, la controverse ne porte plus sur la possibilité juridique et se concentre désormais sur la volonté institutionnelle d'aller de l'avant. Le système admet désormais certaines hypothèses, mais doit encore décider s'il va les mettre en œuvre. Cette distinction a été soulignée par les juristes qui suivent le sujet depuis les premiers débats sur les limites du droit présidentiel de grâce. Un autre courant interprète la décision sous un angle moins opérationnel et plus discursif. Pour ces observateurs, l'impact principal du jugement ne réside pas dans son application immédiate, mais dans la modification du cadre institutionnel qu'il provoque. En écartant l'hypothèse de l'autogrâce et en établissant des limites plus précises à l'immunité présidentielle, la Cour modifie le vocabulaire dominant du droit constitutionnel, faisant passer le débat d'une position défensive à une formulation plus affirmative. Même si aucune nouvelle action pénale n'est engagée à court terme, le système fonctionne désormais avec de nouvelles références. Le discours de l'exceptionnalité, souvent utilisé pour justifier l'absence d'initiative, perd du terrain face à un cadre qui admet, du moins en théorie, la responsabilité pénale d'un président pour des actes commis pendant l'exercice de ses fonctions. Il existe encore une troisième interprétation qui souligne l'ambiguïté inhérente à la décision. Pour ce groupe, bien que le texte de la Cour soit explicite sur plusieurs points, il laisse en suspens des questions centrales qui devront être résolues par des instances supérieures. Parmi celles-ci figurent les limites temporelles de la responsabilité, la possibilité de réévaluer des actes accomplis dans le cadre d'accords antérieurs et la manière dont les différents niveaux de gouvernement devront appliquer la nouvelle jurisprudence. À cela s'ajoute l'absence d'une définition exhaustive des actes présidentiels qui seraient pleinement protégés par la fonction dite essentielle de l'État, concept mentionné, mais non développé de manière concluante dans le débat s'étend inévitablement au plan politique. Des parlementaires de différentes tendances ont déjà exprimé des positions divergentes sur la manière d'utiliser l'ouverture juridique créée par la Cour. Certains défendent la mise en place immédiate de nouvelles commissions d'enquête, soutenues par la légitimité renforcée du précédent. D'autres avertissent que l'utilisation répétée de mécanismes de responsabilisation peut intensifier la polarisation institutionnelle et compromettre la stabilité des prochains cycles législatifs. Dans ce contexte, le système politique est confronté à un dilemme récurrent. Comment responsabiliser sans alimenter la perception d'une instrumentalisation des institutions ?
Selon les spécialistes en droit constitutionnel comparé, la réponse dépendra du degré de formalisme adopté dans les étapes suivantes et de la capacité institutionnelle à soutenir des décisions fondées sur des critères techniques et non uniquement sur des pressions conjoncturelles. Les informations disponibles indiquent que certaines initiatives ont déjà été lancées de manière discrète. Parmi celles-ci, on observe la réactivation d'accords de coopération entre le ministère de la Justice et les autorités fiscales pour le recoupement des données patrimoniales relatives aux périodes antérieures au mandat présidentiel. Il semble également que les procureurs fédéraux d'au moins 2 États aient repris les demandes d'accès à des documents qui avaient été demandés judiciairement avant l'année 2020. Aucune de ces initiatives n'a été annoncée officiellement, mais la tendance observée suggère un alignement sur les principes établis dans la décision récente. Néanmoins, rien ne garantit que ces procédures se transformeront en actions formelles, ni que, si elles aboutissent, elles seront menées à terme dans un délai raisonnable. L'incertitude reste un élément structurant du scénario. Cette même incertitude se reflète dans le comportement des dirigeants des partis. Des informations provenant des coulisses indiquent une division stratégique entre les groupes qui choisissent de maintenir leur association avec Donald Trump pour des raisons électorales et ceux qui estiment que le moment est venu de prendre une distance calculée. Cette division ne se limite pas à des différences idéologiques, mais implique des calculs tactiques. Des enquêtes internes indiquent que le coût politique d'un lien automatique avec le président varie considérablement selon la région, le profil de l'électorat et l'historique local de confiance dans les institutions judiciaires. Dans ce contexte, on observe un réajustement progressif du discours, les parlementaires auparavant alignés de manière inconditionnelle, adoptant désormais un ton plus prudent. Parallèlement, des figures traditionnelles du parti s'essaiment à des discours valorisant les institutions, signalant une ouverture à un repositionnement si les prochains développements confirment l'avancement des enquêtes. Les analystes estiment que cette période de transition devrait se prolonger. La jurisprudence établie par la Cour d'appel offre une base renouvelée pour le fonctionnement du système judiciaire. Mais sa consolidation en tant que pratique dépendra de la volonté des organes de contrôle de faire face aux résistances et aux éventuelles stratégies de retard. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, devra appliquer la nouvelle interprétation sans donner l'impression qu'il outrepasse sa fonction juridictionnelle pour assumer un rôle politique. Le pouvoir législatif, quant à lui, sera poussé à interpréter les signaux émis par le système et à décider s'il assume ou non un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un nouveau modèle de responsabilisation. Chaque institution aura ainsi une responsabilité directe sur la manière dont ce précédent sera intégré, ou éventuellement neutralisé, dans le fonctionnement régulier de l'État. La diversité des interprétations ne diminue en rien l'importance de la décision, mais met en évidence la complexité de l'environnement dans lequel elle s'inscrit. L'épisode qui s'est produit en janvier n'a pas mis fin à un processus, il en a simplement déplacé l'axe. La question centrale n'est plus l'existence d'une base juridique pour la responsabilisation des anciens présidents, mais la volonté effective des institutions de la mettre en œuvre avec la rigueur exigée par leurs attributions. Le temps de la politique et le temps du droit s'alignent rarement, et le moment actuel révèle le chevauchement de temporalités distinctes qui se disputent l'espace. Dans ce scénario, le pays se trouve face à une opportunité importante de redéfinir les paramètres de l'autorité et de la responsabilité publique. Le chemin à suivre n'est pas encore défini, mais le terrain institutionnel n'est plus le même. C'est ce type de transformation que nous continuons à suivre avec attention. La lecture des développements institutionnels exige un suivi continu, une attention aux détails et un engagement envers la complexité. C'est pourquoi nous continuons à analyser, à enquêter et à contextualiser chaque mouvement, étape par étape, décision après décision.